Merci d'être venus aussi nombreux. La conférence ce soir porte sur les écolieux, ce qui marche dans les écolieux, et puis les écolieux qui marchent aussi, et puis ce qui marche un peu moins bien, les non-pensées ou alors les intuitions qui sont peut-être un peu mauvaises et puis les échecs passés. Donc l'intérêt de la conférence, c'est de montrer ce qui peut se faire, d'une part, et ce qui existe, et puis c'est aussi encourager à avoir un regard critique sur les écolieux. Donc un regard critique, ça ne veut pas forcément dire qu'on va dire que c'est nul et qu'il ne faut pas essayer. C'est plutôt essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs que ce qui a déjà été fait. J'ai l'impression que le micro sauce, s'il y a des problèmes, vous me le signalez. Ouais. Je suis parti de ce très bon bouquin qui s'appelle Vivre autrement, qui est un peu la Bible des écolieux. Donc c'est écrit par une américaine qui travaille dans un magazine sur les écovillages. Et donc après plusieurs années dans son magazine, elle s'est dit qu'il fallait transmettre toutes les connaissances qu'elle avait accumulées. Et donc si vous voulez vous lancer dans un projet d'éco-village ou d'écolieu, d'éco-hameau, je vous conseille fortement de lire ce bouquin. Il y a des explications sur plein de choses. Et donc ce que je vais présenter là, c'est un peu des introductions, mais après, autant sur internet que dans des livres que vous pouvez emprunter dans les bibliothèques parisiennes, il y a beaucoup d'infos sur ce qui peut se faire et ce qu'il faut mieux éviter. Je suis Frédéric Mesguy, j'ai une formation scientifique, un doctorat en chimie et puis une formation d'ingé. Du coup, je suis pas trop porté dans la spiritualité et tout ça, donc je vais juste en parler pour m'en moquer, je suis désolé. Et par contre, ça fait 8 ans que je m'intéresse aux écolieux et aux écovillages. Donc, j'ai lu beaucoup de choses, grosso modo. J'ai pas forcément quitté autant de choses que probablement des personnes qui sont parmi vous. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi partager ce que je sais là-dessus. Et je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Vers l'écolieu, que je vais présenter brièvement et parfois utiliser en exemple des choses qui peuvent se faire et qui fonctionnent. Parce que si ça ne marchait pas, on ne l'aurait pas fait. Alors, dans le programme, je vais vous présenter ce qu'est un biais de négativité, pourquoi c'est intéressant de savoir ce que c'est et comment ça marche. Ensuite, je vais présenter des définitions des éco-trucs, donc éco-hameaux, éco-villages, etc. Et puis, ensuite, je vais dérouler avec les buts des éco-villages. Donc, d'abord, écologie. Ensuite, les utopies. Donc, ça sert à rien de faire une micro-société si c'est pour reproduire les mêmes erreurs que dans la société actuelle. Donc, en premier, on essaye de ne pas reproduire les oppressions. Et puis ensuite, parler de différents petits thèmes. Je ne sais pas si, peut-être il y en a, je vais les sauter ou les passer très vite. Et puis, éventuellement, les moyens pour faire ce qu'on veut dans un écolieu. Alors, tout d'abord, le biais de négativité, qu'est-ce que c'est c'est quelque chose qui a fait que dans l'évolution, les personnes qui étaient pessimistes s'en tiraient mieux parce qu'elles savaient mieux éviter les dangers. Par contre, ça nous empêche, c'est un biais rationnel en fait, ça nous empêche d'avoir un comportement tout à fait rationnel. C'est-à-dire qu'on va se rappeler plus facilement, par exemple, des choses qui nous sont arrivées et qui sont négatives. On va se dire, moi j'ai toujours la caisse qui est la plus lente. Alors qu'en fait, non. C'est pas possible que tout le monde ait la caisse la plus lente quand on arrive au supermarché. Ou alors, j'ai toujours les feux rouges. Une autre chose qui rentre dans la négativité, c'est que le bonheur diminue quand on s'habitue aux expériences positives. Donc la première fois qu'on voit son copain, par exemple, on est super content, on trouve super beau et tout ça, et puis au fur et à mesure, on a l'habitude, il est un peu moins beau quand même. Et les conséquences de l'aspirationnel, c'est très important dans la société, c'est qu'on va avoir des généralisations abusives et péjoratives généralement. Donc si on voit un vegan qui a l'air un peu imbu de lui-même, on va se dire, oh, tous les vegans sont comme ça. Alors, en fait, on a un jour rencontré un, parmi 10 peut-être, on ne se souvient pas des 9 qui étaient super sympas. Par contre, on va bien se rappeler de la personne qui représente une communauté et qu'on a trouvé pas cool. Du coup, ça entraîne les préjugés, les stéréotypes, les discriminations. Et aussi parfois les superstitions. Par exemple, la fois où on a croisé un chat noir qui nous arrive une tuile, on va se dire, chaque fois que je croise des chats noirs et qu'il nous arrive des tuiles, on se rend pas compte qu'on en a croisé plein qui nous est rien arrivé. Bon, les superstitions, c'est un peu moins grave que les autres. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que dans le cadre des écolieux, il faut se dire que quand on crée une micro-société, c'est souvent en voulant créer quelque chose de mieux que la société qui existe. Du coup, en particulier avec les 500 éco-hameaux qui sont créés dans les années 70, entre 71 et 74,
mais il y a eu beaucoup d'échecs. Et du coup, les choses qu'a retenu l'opinion publique, c'est que les collectifs, ou les choses qui sont un peu utopistes ou qui veulent changer la société, ben ça ne marche pas. Du coup, quand on veut donner un exemple d'une autre société, c'est important de réussir en quelque sorte parce que l'opinion publique va mieux se rappeler des échecs que des réussites. Donc quand on veut être exemplaire, on a une grosse responsabilité là-dessus à cause du biais de négativité. Et puis du coup, après les gens disent bon, ça sert à rien d'essayer de changer, de se dire que le patriarcat, associé le couple à deux, le capitalisme, la consommation de masse, c'est pas bien, parce qu'il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché, ça vaut pas la peine. Donc, par exemple, si on est décroissant et qu'on pense que c'est important de montrer comment on peut aller dans la simplicité volontaire, si jamais on a un modèle qui est trop exigeant, les gens ils vont se dire non, la décroissance, je le connais, c'est super exigeant, il faut vivre dans une cabane au fond d'un bois, je vais pas essayer. Ouais. Alors, étape 2, que sont les écolieux? Alors ça, c'est une petite carte que j'ai prise sur la fabrique des colibris. Donc la fabrique des colibris, ils sont associés à Terre Humaniste, ils sont associés à Pierre Rabhi, au mouvement des colibris. Et donc ça, c'est autour de Paris, quelques oasis. Donc les oasis, c'est un certain type d'écolieux qui est affilié à ce gros poil des colibris. Donc on voit que déjà à Paris, on a quelques écolieux. Donc ça montre bien que les écolieux ou les oasis, c'est pas forcément quelque chose qui est isolé au milieu de la campagne. Et puis on se rend compte aussi qu'il y en a un peu partout sur le territoire. Si on dézoome, ma carte préférée, utopie concrète, on voit qu'en fait, il y en a vraiment partout des utopies concrètes. Alors une utopie concrète, ça peut être juste une école Montessori, quelque chose qui fait l'éducation un peu différemment, ça peut être une permaculture, ça peut être une bibliothèque itinérante, enfin, ça peut être plein de choses, ou alors ça peut être aussi une dizaine, voire une vingtaine, une trentaine de personnes qui habitent ensemble. Donc si vous êtes intéressé par visiter des choses, souvent les gens qui portent des alternatives sont contents de les communiquer. Donc si ça vous dit d'aller en vacances dans un de ces endroits, vous pouvez zoomer sur la carte, parce qu'il se fait dans le coin, et il y a les contacts, vous cliquez sur chaque coin. Donc ça c'était la petite partie comment trouver les écolieux. Si ça vous intéresse un peu plus, il y a encore beaucoup plus de cartes qui sont sur le site écolieux.fr, qui est le site de mon association vers l'écolieu, et on a une bibliothèque documentaire, je crois aussi que je l'ai mise dans l'événement Facebook, avec en fait une bibliothèque des bibliothèques d'écolieux, parce qu'il y a tellement de bibliothèques d'écolieux qu'il faut toutes les rassembler pour voir ce qui se fait. Alors, qu'est-ce qu'un éco-truc? On va commencer par le plus simple, c'est l'éco-village. Je pense que tout le monde a entendu parler d'éco-village ici. Alors, déjà, c'est un village, donc c'est une agglomération rurale, parfois urbaine, en banlieue de grosses villes, qui essaye d'intégrer un environnement social d'entraide avec un faible impact sur l'écosystème. Donc, en développant la permaculture, l'éco-construction, l'énergie renouvelable, simplicité volontaire, partage, etc. Je vais revenir dessus après. Donc, si on dit village, c'est un truc qui est assez gros, parce que si on est juste 3 dans une ferme, c'est pas vraiment un village. Bien qu'il y a des gens qui s'appellent éco-village alors qu'ils sont 3 dans une ferme. Donc, ça, c'est ma définition. Je vais dire au-dessus de 30 foyers, on est un village. Donc, il y a assez peu d'exemples d'éco-villages en France. Il y a quelques grandes communautés qui existent depuis assez longtemps. Donc, la plus grande communauté, c'est Longomaille, il y a 240 personnes, c'est d'inspiration libertaire. C'est à Fort-Galquier. Et donc, je reviendrai dessus parce que c'est un de mes collectifs préférés qui déteste quand on les appelle éco-villages. Il y a le Village des Pruniers, qui est un centre bouddhiste en croisement entre la Dordogne, la Charente et la Gironde. Donc, ils accueillent jusqu'à 20 000 personnes, je crois, dans l'année. Et eux, ils sont quelques centaines, quelques milliers permanents sur place, avec des moines démoniales, et puis aussi juste des personnes qui sont là pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et autour, en plus de ce centre bouddhiste, il y a plein de petites communautés qui sont pas trop dans la religion, mais qui forment des petites communautés autour de ce centre-là. Et puis ensuite, l'éco-village un peu plus classique, le plus connu en France pour moi, c'est le hameau des Buis. Donc ça aussi, c'est affilié à Ferranianisme, Pierre Rabhi, Colibri, etc. Hameau des Buis, quand même, c'est assez petit, c'est 30 foyers
regroupés autour d'une école. Un autre type d'éco-village, c'est pas des communautés qui se sont formées, ce sont des petites communes qui se sont transformées en éco-village. Alors il y a trois trucs, j'ai pris trois exemples très différents. Le premier, c'est Trégarmas. C'est à la fin de l'exode rural. Ils se sont retrouvés à être 150 ou 200 habitants, enfin plus grand chose dans le petit village. Et puis il y a des néo-ruraux qui sont arrivés en se disant bah, nous on va faire du bio, on va faire quelque chose de différent. Et puis ils se sont dit ouais, c'est super bien Trégarmas, tu pourrais venir, j'ai dit super bien. Du coup ils ont ramené d'autres personnes, qui ont ramené d'autres personnes, qui ont ramené d'autres personnes. Dans les années 90, en fait, les néo-ruraux sont devenus plus nombreux que les gens du cru. Donc ils se sont fait élire à la mairie, ils ont changé le mode de fonctionnement de la mairie sur un mode beaucoup plus participatif. Et par exemple, quand il a fallu refaire la place du village, c'est tout le monde qui a aidé, du coup ils l'ont fait pour presque rien. Quand il a fallu refaire l'église, ils sont allés à la paroisse, ils ont dit bah, vous avez une église où il y a de moins en moins de monde, parce que c'est vrai que les gens qui arrivent, ils sont pas super pratiquants. Par contre, on a des mains, si on vous aide à reconstruire l'église, et qu'en échange, vous nous autorisez à faire de l'associatif dans l'église quand il n'y a pas la messe, et bien du coup, on fait ça pour gratuit, et du coup, la paroisse aussi était très contente d'avoir des néo-ruraux qui arrivaient. Un autre exemple d'éco-village, c'est EO. Donc là, c'est une communauté des années 70, quand il y a eu plein de communautés alternatives qui se sont formées en France. Ils ont duré une douzaine d'années, je crois. Et puis, ils ont eu un impact fort sur ce petit village. Les gens ils se sont dit ouais le collectif ça marche bien, on peut faire plein de choses ensemble et tout ça. Et puis quand ils se sont dissous, ben, il y a plein de gens qui étaient dans cette communauté qui sont restés sur place. Du coup, Eours ça reste quand même un village très particulier parce qu'il y a une vie associative qui est vraiment intense par rapport à d'autres villages. Et enfin il y a Hungersheim. Il y a eu un film qui a été fait par Marie-Monique Robin en 2016 sur ce village-là. Vous pouvez regarder, c'est Qu'est-ce qu'on attend. Donc c'est la championne des villes en transition, je crois qu'il y a 7000 habitants, et là c'est plutôt le maire qui s'est fait élire, un maire écolo, et qui s'est dit, du pétrole, il n'y en a pas pour longtemps, du coup il faut rentrer dans la phase de transition en prévoyant ce qui peut se passer. Et puis essayer d'arrêter de dépendre des grandes compagnies pour l'eau, pour l'électricité, etc. Et puis devenir un peu plus autonome. Donc c'est vraiment l'équipe municipale qui a lancé des grands projets, une ferme photovoltaïque, des fermes aussi avec de la réinsertion en bio qui nourrit, enfin ces terrains-là, ils nourrissent à la fois l'école locale et puis toutes les écoles aux alentours. Et bon après il y a des images un peu marrantes, c'est un cheval ou un âne, je ne sais plus, qui amène les enfants à l'école. Après les éco-villages, quand on est plus petit, en dessous de 30 foyers, je ne vais pas parler d'éco-village, je vais parler d'éco-aco. Donc là aussi, il y a plein d'exemples. Bon, il y en a encore plus, par contre, il y a des exemples en France dont on ne peut pas les compter parce que n'importe qui peut se définir comme éco-aco. Il y a Trop Global, par exemple, c'est des gens qui sont installés en bord d'une falaise, qui ont aménagé des grottes. Et puis en été, il y a plein de gens qui sont de passage, qui viennent avec des caravanes. Et voilà, et du coup, ils fonctionnent. Bon, on a des trucs jolis, je sais pas grand chose à dire. Eco-Aco de Lucé, c'est dans le Limousin. Donc là, c'est plutôt des seniors qui sont en arrivant près de la retraite qui se sont dit, c'est particulièrement cool, qui se sont dit, j'ai été actif dans les partis écologistes pendant toute ma vie, dans les syndicats et tout ça. Et puis maintenant, je voudrais quitter Paris pour vraiment vivre ce que je défendais et vivre plus au contact de la nature. Donc ils se sont dit, bon, avec toutes les entrées qu'on a auprès de nos amis et tout ça, dans les mouvements écolos et dans les syndicats, il va y avoir forcément plein de gens qui seront intéressés. Et donc ça a donné que finalement, il y avait presque personne qui était intéressé. Ils ont juste réussi à faire avec deux couples d'amis. Finalement, il y a un des deux couples en plus qui n'est pas venu. Donc ça, c'est aussi, je vous signale, c'est super difficile de réunir des gens autour de nous, parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés. Par contre, quand il faut sortir un chèque et déménager, il y a beaucoup moins de gens qui sont intéressés. Et une fois qu'ils se sont installés, ils ont passé des petites annonces, et puis au fur et à mesure, ils ont accumulé des gens qui venaient s'installer, donc soit en location, soit en construction. Ils ont retapé une vieille ferme, ils ont construit une maison collective, et là, au bout de 12 ans, ils sont à peu près 12 adultes et 3 enfants, je crois. Et donc ça vit très bien. Une des grandes forces de ce collectif, en fait, c'est qu'ils n'ont pas la folie des grandeurs. Vraiment, leur but de base, c'est de vivre entre bons voisins, chacun chez soi, sur un terrain collectif, et ils partagent les repas du midi en semaine. Et de ce que j'ai pu en juger, ça marche très très bien, parce qu'il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de...
Enfin, c'est assez souple en fait leur fonctionnement. Et puis après, il y a les nouveaux quartiers urbains. Donc à Fribourg, il y a le quartier Vauban avec plein de cohabitats. Un cohabitat, c'est un bâtiment où on choisit un peu ses voisins, ou alors les gens qui vont habiter, ils veulent être dans un peu du collectif. Et au lieu d'avoir chacun son appartement, on a un petit appartement, mais un grand chez les autres. Un petit chez soi, un grand chez les autres, avec un salon partagé, avec une garderie partagée, une chambre d'amis, souvent des jardins. Puis là, ce quartier-là, il n'y a pas de voiture à l'intérieur, par exemple. C'est le plus grand quartier écolo en Europe. Et en Allemagne, il y a énormément d'écoquartiers qui se montent. En France, ça commence aussi avec, je crois qu'il y a une dizaine d'écoquartiers pour l'instant. Et nous, par exemple, à l'heure écolo, on va aller dans un qui se monte à La Rochelle en 2021. Actuellement, en France, il y a plus d'écoquartiers en projet que d'écoquartiers réalisés. Donc il y en aura de plus en plus. Écoquartiers, c'est surtout construire écologique. Après, devant, ça peut faire des politiques où les gens ils vont juste parce que les loyers sont pas chers, ils ne sont pas intéressés par l'écologie. Du coup, c'est intéressant qu'il y ait des assos, comme peut-être celle que vous allez monter, qui aillent là-dedans pour profiter un peu de ce que proposent les communautés d'agglos et les constructeurs qui planifient ces quartiers, avec parfois des maisons partagées, tout ça qui sont déjà prévues dans le cadre de la construction. Puis, bon, habiter autrement, c'est plutôt des particuliers qui se sont dit on s'aime bien, on va essayer de réunir d'autres personnes qui ont envie de partager des choses. Donc ils sont chacun dans des pavillons séparés, donc c'est à Angers et c'est un peu la banlieue d'Angers. Ils sont à côté vraiment des champs et tout ça. Ils sont juste à quelques kilomètres du centre-ville d'Angers, en bordure de ville. Et ils ont fait tomber, il y a une clôture entre les jardins, les enfants sont tous amis, font des grands groupes d'enfants qui jouent ensemble, et puis ils vont bien pas partager assez régulièrement. C'est du bon voisinage, quoi. Et puis finalement, il y a des oasis de colibri. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous invite à chercher ce magazine qui s'appelle Kaizen. C'est un magazine, il me semble, qui est mensuel. Ils avaient fait un spécial il y a à peu près un an pour présenter les oasis. Donc il y a 100 écolieux qui sont présentés là-dedans sur une page, des villages de 3 pages. C'est des choses vraiment très très variées. Ça va du monastère à l'école, en passant par les gens qui habitent dans une grande maison ensemble. Et puis enfin, éco-village, éco-hameau, et puis écolieu, c'est un peu tout ça. C'est des lieux qui se soucient d'écologie. Donc par exemple, la recyclerie, c'est un lieu qui se soucie d'écologie, donc c'est un écolieu. Donc là, je vais parler un peu plus des communautés. Mais les lieux qui se soucient d'écologie en France, il y en a énormément, comme vous avez vu sur la carte des utopies concrètes. Plus près de nous, à Paris, si vous voulez visiter de temps en temps, ils font des journées portes ouvertes, et puis de toute façon, ils sont sympas, ils aiment beaucoup dire ce qu'ils ont fait, la buisson de la part du buisson du Saint-Louis à Paris. Donc ça, c'est des fonctionnaires qui s'étaient dit qu'ils avaient des amis qui travaillaient avec eux, des collègues et tout ça, et qu'ils ne se sentaient pas de juste habiter dans un immeuble sans connaître son voisin de palier. Ils se sont dit pourquoi on n'achèterait pas ensemble. Donc en 83, ils ont acheté un vieux lavoir qui était donc un peu laissé tomber en ruine, qui était une ancienne industrie, enfin un ancien site industriel. Ils l'ont retapé, ils l'ont racheté, ils l'ont retapé, puis ils sont classe famille. Ça marche très bien. En 30 ans, en fait, il n'y a que 2 familles qui ont quitté le collectif. Et donc, c'est ce que je disais, c'est un habitat partagé, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur appartement. Par contre, souvent, les appartements sont ouverts et puis ils font beaucoup de choses ensemble en bons voisins, quoi. Ils ont quelques pièces partagées. Les habitats partagés, il y en a de plus en plus en France. Si vous êtes intéressé par ça, il y a Ecoop. Il y a le CAP Île-de-France, enfin il y a plein d'associations qui font la promotion des habitats partagés et qui sont des mines d'informations quand vous voulez faire des collectifs aussi. Parce que ces associations qui savent vous présenter comment acheter un immeuble ensemble et faire fonctionner le collectif, ça marche aussi quand on veut acheter une ferme ensemble ou alors quand on veut se mettre sur un terrain et puis partager une grande maison avec des maisons autour, etc. Donc il y a plus d'habitats partagés que de collectifs de type éco-village. Donc profitez aussi de ces associations-là, c'est beau. Près de chez nous aussi, enfin près de Paris, il y a un autre type, c'est le centre AMA ferme du Plessis. Donc là, c'est vraiment un centre spirituel.
avec un gourou, donc un maître religieux hindou, enfin 8 maîtres religieux, et maîtresse. Et donc là, c'est des bénévoles qui s'installent, qui parfois c'est des personnes qui viennent pour quelques heures, qui viennent en payant, ou pour quelques jours. Parfois c'est des personnes qui viennent pour quelques jours, quelques semaines, quelques années. Et ça fonctionne avec les dons, ça fonctionne avec les stages de méditation, etc. sur place. Et puis ça fonctionne surtout avec les bénévoles